Merci de m'avoir invité. Donc, je vais parler un peu comme un chef de pôle, un ancien chef de pôle, parce que j'ai arrêté mon activité hospitalière l'année dernière. Je n'ai plus qu'une activité universitaire de consultant en management hospitalo-universitaire. Donc, l'ancien chef de pôle, c'est pas un décideur, hein, c'est un middle manager. Hein, c'est quelqu'un qui est là pour harmoniser, essayer de mettre du lien, essayer de faire qu'il n'y ait pas trop de conflits. Hein. C'est un peu ça l'esprit. Alors, on va reprendre un petit peu tout ça en termes de gestion du temps, c'est-à-dire comment gérer le temps hein, pour qu'il y ait de l'humain à l'hôpital. Et d'abord, il est évident que, comme chef de pôle, je me suis placé dans un contexte général, dans un certain nombre de valeurs hein, qui sont les miennes et qui sont celles de la médecine scientifique, d'abord, l'utilisation rationnelle des données de la science, des valeurs de responsabilité sociale qui sont pour moi très importantes, hein, de pertinence, qualité, équité, efficience, hein, ça c'est capital hein, pour le système de soins, et puis d'intervenir en complémentarité, là je reprends la phrase d'Alain Cordier dans son dernier rapport. Donc ces valeurs-là, on peut les résumer dans ce schéma. Hein, vous avez l'équité, c'est des soins de l'ordre de l'humain pour tous les patients, et pas uniquement dans les passes, pas uniquement pour les personnes vulnérables. L'équité, elle est générale, c'est l'ensemble des personnes que nous rencontrons. La pertinence, c'est de choisir, bien évidemment, des priorités. Hein, si la prévention, ça peut être une priorité, si on décide de le choisir. L'efficience, c'est de mettre des moyens en regard donc, des priorités que l'on a décidées. Puis la qualité, c'est ce qu'on essaye tous de faire. Donc ça, c'est mes valeurs. Et le cadre conceptuel que je vais reprendre a déjà été évoqué tout à l'heure, puisque c'est celui qui est maintenant archi-classique. Hein. Il suffit de lire La pensée complexe d'Edgar Morin, hein, qui est celui de la complexité. La complexité, c'est bien sûr du tissu, c'est bien sûr tissé ensemble, mais c'est surtout aussi hein, beaucoup de flou, beaucoup d'incertitudes. Dans la complexité, il y a de l'incertitude et nos patients sont incertains. Ce cadre conceptuel, je peux le reprendre à propos du premier patient que j'ai rencontré à Nantes qui m'a fait décider de créer la consultation Jean Guillon à l'époque. C'était un jeune tuberculeux, il était dans un squat, il avait une lésion cavitaire, il était bacillifère, il crachait du BK. Et je passe faire la visite comme chef de service et je fais mon ordonnance et je dis voilà, vous allez prendre ça et revenir à tel moment. Le gars m'a dit je ne peux pas, hein, je suis dans un squat, où est-ce que je vais trouver? D'ailleurs, je n'ai pas les moyens à deux, je ne peux pas faire, je ne suis pas à la sécu, je suis nulle part. Et je ne veux pas y être. Comment faire? J'étais très embêté, j'ai appelé ma direction d'hôpital, pas le directeur général d'emblée, mais un directeur, qui me dit « j'arrive tout de suite ». C'était en 1998, il dit « on attend un signal d'un médecin qui puisse s'intéresser à la précarité ». Et c'est comme ça qu'on a créé la consultation Jean Guillon. Je mettais 2 minutes à faire une ordonnance et ça m'a emmené dans une aventure absolument dingue, hein, qui était celle de la passe. Donc vous voyez que ce patient archi simple, a priori, était en fait éminemment complexe et je ne suis pas sûr qu'il ait guéri de sa tuberculose, finalement. Alors le temps de comprendre pour le soignant, c'est du temps. Hein. C'est, bon, le modèle bioclinique, on le connaît, le malade est un système complexe, hein. C'est une partie d'un système ouvert en situation d'échanges multiples et variables et flou avec l'extérieur. Le caractère flou de l'échange du malade avec l'extérieur, c'est quelque chose d'important. Il est autonome, il a quand même une autonomie, il fait ce qu'il veut, il y a des enjeux de valeur, et la complexité est source d'indécision si c'est des problèmes cliniques complexes. C'est les problèmes que les anglo-saxons dénomment ill-structured. Hein, ça, c'est de la complexité, et s'il y a de la complexité, hein, il y a de l'indécision, il y a du flou, de l'incertitude, et ça, c'est très consommateur de temps. Hein. Un deuxième patient, un deuxième cas, qui serait un cas imaginé, hein, mais qui pourrait être un cas actuel arrivant à la consultation Jean Guillon à Nantes, un Africain du sud du Sahara, isolé, sans ressources, allophone, il ne parle pas le français, il consulte pour une altération sévère de l'état général. Là, c'est un autre type d'aventure. Pour gérer ce type de patient, c'est une véritable aventure qu'on ne peut pas faire seul, qu'on ne peut pas résoudre seul. Pourquoi? Parce qu'il y a les problèmes de la langue, la problématique de l'interprétariat, et Dieu sait si c'est un problème extrêmement important que l'interprétariat médico-social professionnel, trop peu étudié pour l'instant. Il y a également le problème de l'altérité et de la culture différente. Hein. Compétence en dialogue interculturel, qu'est-ce que c'est? Qui doit l'avoir? Avec une prise en charge dans la continuité de ce type de patient, et là on rentre également dans une aventure. Alors le dialogue interculturel, ça signifie aussi que
la plupart des médecins des hôpitaux, des médecins libéraux, la plupart des professionnels de santé ne savent pas quelles sont les représentations de la maladie dans la plupart des pays du monde. N'imaginent même pas cela. Hein. Voilà une diapositive que je montre à mes étudiants. Hein. C'est qu'un individu qui est malade en Afrique, eh bien, il n'est pas malade du tout dans notre système de compréhension personnelle à nous. En fait, il est l'objet d'une responsabilité quelconque, d'un déséquilibre des forces entre les forces visibles et invisibles. Alors ça, quand on explique ça à un étudiant, il dit qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et si on ne sait pas ça, on aura beaucoup de problèmes pour gérer ce patient. Et en plus, il aura été traité comme 85% en Afrique des individus par un guérisseur, hein, tout en sachant que là, c'est un vrai scandale dont on ne parle pas assez, c'est que 30% des médicaments sont des faux, et que les faux arrivent par Internet dans toute l'Europe, dans le monde entier à l'heure actuelle, et ça devient un problème supérieur en chiffre d'affaires dessus de l'héroïne, hein, à l'heure actuelle. Ça, c'est une problématique qui nous arrive. Donc toute cette problématique-là, c'est la complexité, c'est ça. On est dans une situation d'incertitude. Le soigner lui-même, est-il compétent à se soigner? Ça, c'est un vrai problème. Il n'y a pas d'études, ou très peu d'études neuroscientifiques, sur l'acquisition des compétences à se soigner par des patients qui ont des pathologies chroniques. Non. Combien de temps ça prend? Parce que c'est le temps qui est important. Combien de temps ça prend pour lui, pour s'approprier sa maladie? Sa dynamique motivationnelle est d'ordinaire assez faible. Hein, l'observance thérapeutique, on connaît les chiffres. Hein. L'exigence d'un médecin par rapport à un patient pour qu'il soit observant, c'est des chiffres. C'est relativement bas. Il prend dans à peu près 80% des cas son médicament à la bonne dose et au temps voulu. Hein, mais ce n'est pas plus que ça. Et là, on dit qu'il est observant. Il n'y a pas, bien sûr, il y a les programmes d'éducation thérapeutique, mais ils sont largement insuffisants parce qu'il faut les financer, c'est un vrai problème. Il y a très peu d'études évaluatives d'impact de ces études thérapeutiques. Donc le temps pour s'approprier sa prise en charge par un patient, on ne sait pas trop. Alors complexité, mais vous me direz, mais beaucoup de problèmes peuvent être résolus très simplement. C'est vrai que les problèmes curatifs, on les résout souvent très simplement. La complexité s'installe dès qu'on pense à la prise en charge des pathologies chroniques et de prévention. Si je pense par exemple à la prise en charge de la tension artérielle, geste technique simple, 3 minutes, c'est simple. Hein, pour un étudiant, prends la tension artérielle, tu la prends et c'est bon. En fait, par derrière, il y a toute une complexité. Une prise de tension artérielle, c'est éminemment un geste dans le cadre d'une complexité, car ça correspond à la recherche d'une tension artérielle, etc. Ça nous engage dans une dynamique de réflexion et de compréhension qui est absolument étonnante. Alors l'état des lieux n'est pas très bon, hein, comme l'a dit M. Tabuteau, ou l'a laissé entendre M. Tabuteau. La complexité est la source d'indécision individuelle. Donc il faut une concertation pluriprofessionnelle. Je préfère ça à pluridisciplinaire. Hein, discipline, ça fait penser à l'armée. Et puis en plus, je parlerais plutôt de pluridisciplinaire à l'intérieur d'une même profession. Mais là, c'est pluriprofessionnel, les infirmières sont une profession. Notamment à l'occasion de réunions évaluatives. Donc il faut se réunir. Mais les réunions non décisionnelles sont un gaspillage de temps. Ça, c'est un travail à faire. Combien de réunions non décisionnelles avez-vous eues dans votre service pendant 1 an? Et on fait une étude générale en France. Et on sort les résultats et on essaye de modifier les choses. Complexité, difficultés décisionnelles et manque de temps sont des sources de stress. Ça, en tant que chef de pôle, j'ai complètement été confronté à cela. Nous sommes un leader mondial en matière de stress et de dépenses liées au stress en France. C'est le pays dans lequel 44% des habitants, 65% des cadres se plaignent du stress, qui est un véritable fléau social et économique. La gestion du stress est une consommation de temps considérable, et qui n'est pas vraiment prise en compte. Là, je me suis référé à Philippe Rodet. Dans les hôpitaux, time is money. Il y a une équation qui s'appelle 35 heures, T2A, MIGAC, course à l'activité rentable, DMS, études médico-économiques, réduction des coûts, benchmarking. Je peux vous parler de ça pendant des heures, je suis devenu un spécialiste. Gestion serrée du temps par inflation des activités administratives avec complexification du management. Pourquoi? Parce que dans les hôpitaux, on a des lignes hiérarchiques et on nous explique que les assistantes sociales, ça n'a rien à voir, les infirmières n'ont rien à voir avec les médecins, sauf qu'il faut créer de la hiérarchie fonctionnelle par derrière, sans avoir la hiérarchie, le management hiérarchique. Donc là, on rentre dans un système un petit peu pourri.
Là, j'ai fait un petit selfie hier pour me faire plaisir. C'est moi, là, devant un ordinateur. Vous voyez l'air stressé que j'ai. Nombreux signaux d'alerte de la part des médecins et soignants pour les tâches administratives. Allez dans un hôpital, prenez un médecin, n'importe qui, demandez-lui en ce moment, est-ce que ça va? Il vous répond non. Pourquoi? Parce que je suis englué de tâches administratives, une déshumanisation, démotivation, et en particulier, est-il raisonnable de financer du temps médecin pour des tâches de secrétariat? Il y a des problèmes de financement dont on peut discuter quand on fait du codage ou des choses comme ça. Alors l'utopie, je vous renvoie à l'ouvrage de Guy Valencien. On se dit, mais toutes ces technologies, il y a cette technique, la science, tout ça va nous libérer du temps et on va pouvoir faire de l'humain. C'est clair. Je crois qu'on n'y est pas encore arrivé. Time is money pour l'activité libérale. Paiement généralisé à l'acte, que ce soit des pathologies aiguës, des pathologies chroniques ou des pathologies préventives. C'est complètement aberrant. Complètement aberrant. Il est évident qu'il faudrait un forfait pour des cycles de maladies chroniques. Donc ça, je fais partie du bon département de management de la santé. On a envoyé le message à droite, à gauche, à quelques conseillers, etc. Mais personne n'ose le faire. Enquête de l'adresse en 2002. Un médecin généraliste a une consultation d'environ 16 minutes. C'est plus long quand c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un qui est riche, qui a un contexte social, etc. On prend plus de temps. Et c'est plus court pour les bénéficiaires de la CMU complémentaire. L'ophtalmologiste, c'est comme le généraliste. Même temps. L'ophtalmologiste, il arrive à gérer en 10 minutes. Il fait de la technique, en moins de 10 minutes. Alors, il y a des délégations de tâches auprès des professions de santé, etc. Mais ces chiffres-là sont assez étonnants. Alors, les psychiatres, 32 minutes, bravo, les psychiatres. Et l'humain, alors surcharge professionnelle, la durée hebdomadaire d'un généraliste qui a plus de 50 ans en moyenne est de 55 heures. Stress, épuisement, on en reparle. Là, on fait une étude en ce moment, on a fait une étude à Nantes sur le stress et l'épuisement chez les médecins. Je ne sais pas si on en fera dans les autres professions. La disponibilité pour le patient, je veux dire l'humain pour le patient, le temps disponible pour les maladies chroniques va diminuer de 40% entre 2010 et 2020. Je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre. 2020, ça va rediminuer parce que la démographie médicale va s'améliorer. Les délais d'attente sont élevés, je ne vous les cite pas. Essayez de prendre un rendez-vous avec un ophtalmologiste qui pourtant voit son patient en moins de 10 minutes. Parfois, vous n'y arriverez pas tout de suite. Et les patients, quand vous les interrogez, vous disent les hospitaliers et les médecins libéraux sont dans des silos différents. Alors, vous me dites le temps dans tout ça, mais le temps... Tout ça, c'est de la gestion du temps. Je veux dire, la gestion du temps est le point commun de toutes ces activités. On ne peut faire les choses que si on a le temps de le faire. Donc, il faut agir sur cette structure sociale pour modifier les comportements. Sinon, on n'y arrivera pas. Ça ne sert à rien de se dire, si vous rentrez chez vous demain et vous vous dites, je fais de l'humain, commencez par essayer avec votre femme ou votre mari, voyez si ça marche, ensuite, pas à pas, partage d'huile, vous arriverez peut-être à quelque chose. Mais dans votre hôpital, ça sera plus difficile. 1. Redéfinir les priorités. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut traiter comme prévention, etc. Et affecter les ressources ad hoc. Ça, c'est le premier point. 2. Faire évoluer le système économique. Quand je vous parle des tarifications à l'activité, paiement à l'acte, là, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire un paiement à l'acte pour des pathologies aiguës, des tas de choses, mais il y a quand même des tas de circonstances où c'est aberrant, où ça va entraîner les médecins à multiplier les activités, les hôpitaux à... Quand je parlais de benchmarking tout à l'heure, les hôpitaux guettent ce que font les autres pour essayer de capter une clientèle, etc. Enfin, c'est devenu quelque chose d'assez phénoménal. Mais j'ai participé à tout ça, mea culpa. Faire évoluer la gouvernance d'un modèle hiérarchique cloisonné vers des structures collaboratives efficientes. Et les PASS sont en cela un exemple. Gérer les temps professionnels pour des résultats à moyen et court terme, et non pas en les enquiquinant avec des réunions. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas fait perdre de mon temps avec mes réflexions de clinicien et de chef de... J'aime pas le terme chef de pôle. À Nantes, on dit les directeurs de pôle, co-directeurs avec les administrateurs. Merci.